C'est une époque qui fait encore rêver toute l'Europe et qui s'incarne en un mot, Riviera. À la fin du XVIIIe siècle, Nice, petit port méditerranéen dans le sud de ce qui n'est pas encore la France, devient un bruissement, un nom qui se murmure dans les salons et boudoirs de la bonne société. Promesse d'hiver doux, de ciel bleu et de jardins parfumés. Au cours d'une éclosion qui dure plus d'un siècle, elle va devenir un lieu de villégiature hivernale luxueux et incontournable. Tout le monde se presse à Nice. Il y a toutes les têtes couronnées. Il peut y avoir la reine d'Angleterre, les impératrices de Russie, les tsarines, ou d'autres personnalités venues des États-Unis, venues d'Allemagne, d'Italie, du Brésil. Ici, c'est le salon de l'Europe, véritablement. Ce succès va façonner la ville et son image, la transformer en une cité opulente de tous les fantasmes et lier son destin à ses hôtes prestigieux. À la fin du XVIIIe siècle, Nice n'est pas française. Elle fait partie du royaume de Piémont-Sardaigne et se situe dans un territoire peu accessible. La colline du château qui domine la ville offre un panorama sur la baie des Anges où se niche alors la cité originelle. Nice, c'est une petite ville de province, assez pauvre, et elle a un territoire communal très vaste où la population agricole est importante, avec des plantations d'oliviers, donc toute l'économie de l'huile, mais également des plantations d'agrumes. Cette quiétude rurale est sur le point de basculer. À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les paysans et pêcheurs niçois voient débarquer les étudiants de l'élite sur la route du Grand Tour, un pèlerinage culturel destiné à parfaire leur éducation. Nice devient une étape récréative pour les fils de bonne famille avant Gênes, Rome ou Naples. Les jeunes de l'aristocratie britannique vont faire l'expérience du voyage à la recherche des antiques, aux sources de nos civilisations latines, et ils peuvent également poursuivre jusqu'en Grèce. Et donc, il y a des réseaux d'accueil pour ces jeunes qui se mettent en place. À la suite de ces étudiants, Nice voit arriver des familles entières d'aristocrates. Les médecins britanniques considèrent que l'air marin et le climat hivernal doux sont bénéfiques pour la santé et peuvent même soigner la tuberculose qui fait des ravages. Aux yeux de ces nouveaux venus, la vieille ville italienne est sale et manque d'espace. Pour se loger, il faut donc construire des villas hors de la cité, sur les plaines agricoles qui bordent la mer, avec de nouvelles règles d'urbanisme. Dans leur sillage, Judith Kirali garde la mémoire britannique de Nice. Les rues étaient construites dans une façon droite, que le brise de mer remonte et rafraîchit l'air, nettoie un peu la ville. Parmi les activités conseillées par les médecins, la promenade en bord de mer. Alliant bonnes œuvres et intérêts de la communauté, une riche veuve, Lady Sparrow, et le révérend Lewis Way engagent un chantier qui transforme la ville à jamais. Le problème était que, bord de mer, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un sentier qui n'était pas du tout maintenu. Donc, en 1822, ils ont réuni des fonds pour engager les mendiants pour nettoyer le bord de mer et faire une première section, ce qui s'appelait Camin dei Inglesi, le marche des Anglais, qui a devenu la promenade des Anglais. Derrière ces premières villas se développe au cours des années 1820 tout un quartier anglais
qu'ils nomment entre eux Newborough. Ses habitants vivent en vase clos et s'implantent avec leur mode de vie, leur goût, leur culte anglican. Ces familles anglaises habituellement constituées entre 8 et 10 personnes en plus le personnel. Donc ils avaient besoin des grandes habitations. Les normes sont complètement différentes de la vieille ville. Il y a les fenêtres qui sont plus grandes, il y a les salles de bain, les cuisines sont modernes, il y a les habitations qui sont aérées avec des jardins. Pendant près de 40 ans, Nice continue d'attirer les séjours hivernaux des aristocrates britanniques puis européens. En 1860, un événement bouleverse la destinée de la ville. Napoléon III signe en grande pompe un traité d'annexion avec le comté de Piémont-Sardaigne. Nice est désormais française et dans la corbeille de mariage, le puissant empereur apporte une ligne de chemin de fer et une gare. Cette architecture de la gare que nous voyons derrière moi est en fait une architecture néo-Louis XIII, comme on pourrait très bien en voir à Paris. Donc on a cette architecture avec un toit en ardoise. On ne fait pas les toits en ardoise à Nice. Donc là, on a quelque chose de vraiment parisien, puisque c'est la capitale. On appartient en fait à l'empire de Napoléon III. En 1864, le train arrive finalement en ville. Après 23 heures de trajet, il a traversé la France. Le train est un vrai moteur, une accélération en fait, de l'urbanisme local. Et on va avoir une ville qui devient de plus en plus irrésistible et qui, comme New York, va devenir un lieu d'investissement. Et avec Napoléon III, il faut imaginer quand même cette cour qui suit, la cour impériale qui suit. On va voir arriver des grands banquiers comme les Frémy, par exemple, ou encore le baron Haussmann, qui va avoir donc sa villa sur le Mont Boron. L'argent coule à flot dans la France de l'essor industriel. Avec l'arrivée de ces nouveaux investisseurs et de leurs capitaux, la ville change de dimension. Les nouveaux venus, au travers de sociétés foncières, achètent des parcelles, tracent des boulevards, construisent des villas. Les résidents gagnent les collines. Celle du Piole voit pousser des petits châteaux russes. Celle de Cimiez attire les Britanniques. Nice fait tourner toutes les têtes, même couronnées. Dès 1894, fin 94, on a notamment la venue d'une hôtesse de marque, on va dire, quelqu'un vraiment de très très important. C'est elle qui va cristalliser, je dirais, la couronne britannique, rien qu'à elle seule, c'est la reine Victoria. Et elle adorait Nice, et elle trouvait qu'elle rajeunissait complètement ici. Elle va donner un boom, un essor incroyable, tant à la construction des villas, mais surtout aussi des hôtels. C'est quand même très porteur d'avoir l'impératrice des Indes, en fait, la reine d'Angleterre et d'Irlande, qui vient passer l'hiver à Nice. Pour les séjours de Sa Majesté, on fait construire le plus beau des palaces. Un édifice de plus de 6000 mètres carrés, tourné vers la mer et qui domine la colline de Cimiez, le Regina. L'hôtel est à la pointe du luxe et du confort de l'époque. Salle de bain et eau à tous les étages. Chauffage central, hammam, bar à cocktail, jardin d'hiver, rien n'est too much. Depuis sa tour niçoise, la reine Victoria reçoit pour le thé ministres et grands de ce monde. En fait, de l'autre côté du monde, ces mêmes personnalités, que ce soit par exemple français et anglais, vont se faire la guerre. Et en même temps, ici, on a cette partie calme, diplomatique, où on se fait des sourires, où on échange des choses, où on fait des affaires, parce qu'il y a aussi beaucoup de capitaux qui sont échangés ici. Et en fait, tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. La belle époque affiche son faste. Partout, les palaces surgissent.
Majestic, Beau Rivage, Alhambra, Grand Palais et le dernier né, le Negresco, font surenchère d'ornements. Et pour parer à l'ennui, qui menace les longues soirées d'hiver de la bonne société, ils se dotent de salles de spectacle et de réception. La villa Masséna, propriété du prince d'Essling, témoigne de cette ébullition cosmopolite. Le souhait du prince d'Essling, c'était donc d'organiser ici des grandes fêtes. Ou bien encore, donc, des rencontres entre amis, des dîners. On va attirer des tas de gens, à la fois des diplomates, à la fois des industriels, mais aussi quelques personnalités un peu interlopes, les demi-mondaines, voire des grandes horizontales, mais également des artistes, les marchands d'art, qui vont trouver leur clientèle ici pendant la saison d'hiver jusqu'au début du printemps. Insatiables de mondanité et d'exquis amusements, les hivernants apportent à Nice leurs loisirs sportifs, voiles et avirons. Très vite, les figures du Gotha s'affrontent sur l'eau en d'élégantes régates. Un club nautique est créé sur le port. Loin des palaces, il est accessible à tous. Le club commence à avoir des adhérents, des commerçants niçois, des gens du port, qui tout de suite se rendent compte que la mer, c'est pas seulement fait pour faire de la pêche ou de la navigation commerciale. Et les grandes élites qui étaient là également font monter à bord de leurs bateaux les gosses du port. Les fils de dockers, de pêcheurs, de manutentionnaires. Donc il y a un mélange assez harmonieux à ce moment-là qui se crée entre ces têtes couronnées, parce qu'on a eu 4 rois quand même au club nautique, ces aristocrates russes, anglais, allemands, tout ce que vous voulez, mais italiens, et la population du port. Il y a assez d'air, c'est bon? C'est vous? En fait, le yachting, au départ, est purement britannique, comme le rowing, l'aviron. Mais on s'est accaparé tout ça. Et on a énormément de gens sur l'eau et on fait beaucoup de compétitions internationales. Donc, si vous voulez, ces goûts d'aristocrates se sont dilués dans la population. Le temps suspendu de la Riviera touche à sa fin. En 1914, la Première Guerre mondiale sonne le glas de cette bulle dorée. Le tourisme devient estival, populaire, et le rêve pour tous peut commencer. C'est un bout du nord de la France qui fait face aux falaises du sud de l'Angleterre. Entre ces deux mondes, il y a la Manche et la mer du Nord. À la fin du 19e siècle, seul le vent s'épanouit sur cette côte d'Opale, alors que partout ailleurs sur le littoral français, des aventuriers misent sur la mode des bains de mer pour bâtir des fortunes. Mais 2 hommes d'affaires, l'un français, l'autre britannique, vont parier sur le développement de ce qui va devenir la plus britannique des stations françaises, le Touquet Paris-Plage. Mais rien ne sera simple, à l'image des relations franco-anglaises. C'est très drôle, les Français qui viennent trouvent que c'est très anglais. Ils aiment bien ce côté très verdure, les jardins à l'anglaise. Et pour les Anglais, par contre, c'est très français. Donc voilà, je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes ici. Et cette culture, cette amitié franco-britannique, ça n'a jamais cessé de croître en fait.
Au début, il n'y a rien. Rien que des dunes. En 1837, un notaire parisien fortuné achète 1600 hectares de dunes. Il rêve de créer ici un vaste domaine agricole et forestier qu'il espère rentable. Alphonse Dalloz, il est amoureux de ce territoire et il va avoir une idée, c'est de planter une forêt ici. Et là, il va planter une pinède, donc essentiellement des pins maritimes, mais aussi quelques feuillus. Alors cette forêt a du mal à prendre, mais il persévère, il s'y reprend à plusieurs fois, il va replanter les oyas, et puis ces arbres, il va les laisser pousser. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, eh bien, on a une forêt qui représente plus de la moitié du territoire dont il avait fait l'acquisition. Le notaire invite sur ses terres. Il veut faire découvrir à ses relations parisiennes cette côte méconnue. Son ami Hippolyte de Villemessant, le directeur du Figaro, séduit par la beauté des lieux, lui souffle l'idée. Créer ici une station balnéaire qui s'appellerait Paris-Plage. On est en 1874, Deauville a été créée de toutes pièces 15 ans auparavant. Dalloz abandonne son projet agricole qu'il n'a pas réussi à rentabiliser et il se met à vendre des parcelles constructibles sur le front de mer. Quelques chalets poussent sur la dune. Mais les Parisiens sont peu nombreux à succomber au charme du Paris-Plage naissant. En 1883, on n'y compte que 30 habitants, avec les gardiens de phare et leurs familles. Le notaire n'entendra pas les rires des enfants jouant sur la plage. Il meurt en 1885 sans jamais avoir connu le succès de la station balnéaire. C'est sa belle-fille qui reprend l'affaire et elle entend bien faire de ce Paris-Plage un business successful. En quelques années, quelques riches commanditaires vont faire pousser sur ce front de mer des bâtisses qui rivalisent d'imagination. La station semble lancée. C'est la première villa qui va être construite dans cette rue pour un médecin hollandais qui s'appelle Monsieur Timmermans, le docteur Timmermans. Alors ce sont des commandes pour la plupart du temps. Ici, il va faire appel à un architecte berquois qui s'appelle Henri Valette et qui va lui construire vraiment cette villa qui va représenter aussi la personnalité du propriétaire. Donc il faut imaginer que tout autour, à l'époque, il n'y a rien du tout, il n'y a que du sable. Là, c'est vrai qu'on a une villa qui est quand même assez imposante, un peu dans un style néo-médiéval. Et donc, on a tous les éléments du château, la tourelle, les espèces de petits remparts crénelés qui rappellent justement l'allure d'un château. Malgré quelques constructions audacieuses, Paris-Plage a encore du mal à séduire la foule des acheteurs. Ce qui lui manque, c'est la renommée. La belle-fille de Dalloz va donc la créer de toutes pièces en fondant un journal qui en fera la promotion, le Paris-Plage, courrier des bains de mer. Un organe publicitaire dirigé par un rédacteur en chef plein de ressources. Bonjour Alain. Bonjour Loïc. Ça va bien? Ça va et toi? Oui. La Société académique du Touquet a conservé les exemplaires de cet organe de presse propagandiste. C'était aussi un redoutable publicitaire puisqu'il déposait tous ses journaux dans les gares à proximité du Touquet et il n'hésitait pas à employer des moyens, même parfois un peu limites, pour appâter le client. J'ai pris cette page-là en exemple. Le général Boulanger au bain de mer, oui. Sauf que le général Boulanger n'est jamais venu. Et il a fait le coup, si je peux dire, 3 fois, avec 3 personnalités différentes, pour faire croire que ces gens étaient de passage. Parce que si on se replace à l'époque, c'était des dunes, des broussailles, du sable. Donc peu attirant, pas de route pour y arriver, donc c'est déjà compliqué. Et il fallait absolument faire venir des gens pour que le lotissement prenne forme et que les gens achètent. Donc il fallait se faire connaître. C'est pour ça que les journaux ont été créés, entre autres. Alors, il y a un petit peu de tout. On avait un peu d'humeur, les gens qui rouspétaient déjà sur l'état des routes, l'état plutôt des chemins à l'époque. Depuis Étaples, seul un tramway permet aux visiteurs de débarquer à Paris-Plage. Sur l'étendue de sable, on ne sait pas encore bien comment occuper l'espace, quelle tenue adopter. On apprivoise la plage. Les pêcheuses de crevettes participent à l'exotisme local et les premières affiches vantent les mérites de la plage.
Les premières saisons, on vient en famille. Alors bien sûr, on est plus sur une catégorie sociale bourgeoise qui va venir, puisqu'on n'avait pas encore la démocratisation du tourisme, mais on va avoir déjà des bains de mer, des concours de châteaux de sable. On voit les enfants venir avec leurs petits bateaux et le faire naviguer directement dans les petites étendues d'eau. Quand on est en haut du phare, d'un côté, on a le front de mer avec la mer, la plage, toutes les villas qui ont été développées sous l'ère de Dalloz. Et puis, on fait le tour du phare. Et là, on est côté face avec justement la forêt, le côté britannique. On a des cottages en forêt avec John Whitley, qui est le second fondateur de la station. En 1902, devant le succès mitigé que rencontre leur station, les héritiers de Dalloz se décident finalement à vendre la forêt plantée par leurs ancêtres au sud du front de mer de Paris-Plage. Et c'est un businessman anglais qui à son tour va parier, espérant rafler la mise avec un projet d'une toute autre ampleur, une cité nouvelle appelée Mayville. John Whitley, c'est un investisseur. Il cherche à développer en fait un lieu de villégiature, essentiellement pour la clientèle anglaise, à partir d'un aménagement urbain totalement différent du petit lotissement qu'est le Paris-Plage à ce moment. Donc il va s'adjoindre quelques architectes célébrissimes, comme Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, aussi des architectes anglais comme Callcut, qui vont produire en fait un plan de Mayville qui souhaite se développer au sud du Touquet, en réalité sur une très grande partie, et qui va reléguer complètement, dans l'image qui est proposée du projet, le Paris-Plage des origines. Alors il y prévoit une gare, il prévoit des équipements, un casino, un pier à l'anglaise, donc une jetée qui s'avance vers la mer. Les Paris-plagistes historiques s'opposent au projet fastueux de l'anglais. Whitley est contraint d'abandonner ses idées grandioses de ville nouvelle. Mais le businessman parvient à imposer aux acheteurs des terrains avec des règles de construction très précises. On n'est plus du tout dans un plan romain, on est des choses qui ondulent, qui font avec la topographie du terrain et avec la végétation existante, et dans lesquelles on a des villas parsemées autour des équipements de sport, le polo, le golf, le champ de course. Et puis le Touquet va quand même se développer dans un projet qui sera moins spectaculaire, mais dont la culture anglaise va imprégner tout le territoire. Incarnation de l'esprit britannique, le golf imaginé par Whitley est inauguré en 1904 en présence de Lord Balfour, le Premier ministre britannique. Mais en 1914, le son des canons sonne le glas des activités de loisirs. À Étaples, ville voisine, ce ne sont plus des aristocrates britanniques qui arrivent, mais de jeunes soldats venus de toute l'Angleterre pour combattre aux côtés des troupes françaises. C'était vraiment le plus grand campement militaire pour les Britanniques, ou pour l'Empire britannique, je devrais dire. Et il y a plus de 2 millions d'hommes qui sont passés par ici, par Étaples. Ils arrivaient à Boulogne, ils faisaient une marche forcée de 30 km pour arriver ici à Étaples, pour s'entraîner avant de partir sur le front. Après la fin de la guerre, il y avait aussi une vingtaine d'hôpitaux militaires ici. Donc le temps que les blessés soient soignés, qu'ils puissent rentrer chez eux, on a gardé le camp jusqu'à 1919 en fait. Après la guerre, le cimetière d'Étaples concédé par la France à l'Angleterre devient un lieu de visite mémoriel. Près de 11 500 soldats du Commonwealth y reposent en paix. Moi, je suis venue une fois avec une amie qui avait perdu son oncle, elle l'avait jamais connu, et elle ne savait pas où il était. Elle a cherché dans le registre, elle a trouvé son nom, grosse émotion, il est enterré ici. Il y a un numéro de rang, on est allé le chercher, et puis elle a pu se recueillir sur le tombeau de son oncle, en fait. C'est sûr que ça fait partie de notre histoire. Ma famille, quand ils viennent en France, ils sont tous venus ici. Ils veulent voir où les Britanniques sont tombés dans cette grande guerre.
Avec la paix retrouvée, arrivent les années folles et un nouvel art de vivre. Paris-Plage et la forêt de Mayville s'unissent définitivement, prenant le nom de Touquet-Paris-Plage. Les Anglais, qui ont écrit une page de l'histoire de la région avec le sang de leur jeunesse, s'attachent à ce bord de mer et le Touquet devient une de leurs rivieras. Dans la forêt, sur les parcelles de Whitley, ils sont nombreux à bâtir leur Home Sweet Home. Les Anglais souhaitent une maison qui touche le jardin, qui est au ras du sol, très horizontale, sur la référence à l'architecture rurale. Donc voilà une maison qui a des caractéristiques tout à fait anglaises, inspirées du cottage. Les menuiseries sont tenues extérieures, la toiture est dominante, on voit pratiquement qu'une toiture, avec ses cheminées bien sûr, très inspirées des manoirs britanniques. La mode du cottage séduit la clientèle française. Les architectes de la région s'approprient le style. L'un d'eux, Louis Ketlar, dessine ces villas donnant naissance au style touquetois. Symbole de cette culture franco-britannique, l'iconique hôtel Westminster est inauguré en 1924. Dessiné par un architecte français, le palace mélange la brique rose à l'allure anglaise au style art décoratif à la française. En fait, dans cette galerie, c'est l'histoire du Westminster et puis de Touquet. Donc, on voit effectivement les têtes couronnées. Il y a une photo que j'aime beaucoup avec le prince de Galles, Édouard VIII, et avec Lord Mountbatten, donc Louis Mountbatten, qui était le mentor du prince Charles et qui est venu ici aussi au Touquet pour jouer au polo. Moi, je trouve que ça fait un peu comme un club anglais où les hommes partaient pour boire un coup, fumer un cigare, etc. On a ce côté, effectivement, avec les Chesterfield, le beau bar. Mais c'est aussi pour les gens qui habitent ici. Nous, on vient ici faire la fête, faire les dîners, boire un verre dans cet endroit qui est un peu mythique, mais est vraiment chez nous.